Tu m'entends? Oui. Voilà, parce que là, c'est un peu bloqué. Début dans 3. Préparez-vous, ça bouge plus, c'est normal. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, nous sommes ravis de passer cette soirée avec vous pour parler de greenwashing. Vous nous entendez? Alors. Oui, oui, on nous entend très bien. Bah, super. D'accord. Ok, parce que. Hop. Alors, voilà, je suis un peu bloquée. Voilà, ben bonjour tout le monde. Donc, vous êtes en train de vous connecter. Merci pour votre participation. On voit qu'il y a un grand panel de banques, que ce soit France, on a même nos amis de Monaco et du Luxembourg que nous saluons. Donc, voilà, c'est en train de se connecter. Bonjour, bonjour à tous. Et je pense que on va pouvoir commencer, puisque vous nous confirmez que vous avez bien le son et l'image aussi, si j'ose dire. Donc, commencer donc ce webinaire donc sur le greenwashing, donc qui est organisé par l'ABGES. Ce live durera 1 heure à peu près, jusqu'à 18h45, et on laissera 10 à 15 minutes à la fin pour répondre éventuellement à vos questions. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, parce que nous, on vous voit pas et on vous entend pas. Et on pourra vous répondre au fil de l'eau ou reprendre vos questions à la fin. Ce webinaire donc est enregistré et vous sera transmis après la session. Donc pour eux, nous allons nous présenter. Donc moi je suis Muriel Caton, je vais être la modératrice de ce live. Donc j'ai plus de 30 ans d'expérience. J'ai passé plus de 20 ans dans la finance et en particulier sur les marchés obligataires, et plus de 10 ans donc dans l'ESG et puis la finance durable. Et j'ai rejoint l'équipe pédagogique de l'ABGES l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis consultante sur les sujets ESG et de finances durables. Voilà. Et je passe la parole à Evelyne qui va se présenter, qui est aujourd'hui la présentatrice de ce webinaire. Oui, merci Muriel. Donc, moi, je suis Evelyne Yotué. Donc, au sein de l'ABGES qui organise ce module, je suis en charge du pôle prudentiel et ESG. Donc, je m'occupe des formations tout autour de BAL3, Risk Management et ESG pour les banques et les entreprises d'investissement. Et je suis ravie de pouvoir échanger sur ce sujet que je trouve passionnant, qui est le risque de greenwashing. Très bien. Et puis un petit mot, et puis Evelyne aussi, qui est responsable donc du pôle prudentiel donc au sein de l'ABGES, puisque l'ABGES donc qui a été créé en 86, qui a presque 300 formations à son catalogue, et qui est spécialisée dans toutes les formations dans le secteur de la banque, de l'assurance et de l'entreprise d'investissement, essentiellement sur 4 domaines: la comptabilité, l'audit, les risques et l'aspect
réglementaire dans lequel donc nous retrouvons ces problématiques ESG, et on peut dire que il y a plus de 11 000 professionnels qui ont été formés à ce jour. Donc, sur ce webinaire, donc, nous allons parler de greenwashing ou éco-blanchiment en français, si on reste dans la dénomination voilà, française. Et nous allons voir comment définir ce greenwashing, quelle est son importance dans l'industrie financière, son impact, les risques que le greenwashing fait peser sur les entités du secteur financier, sur les investisseurs et sur les consommateurs. Nous verrons aussi quelles sont les bonnes pratiques et les bons réflexes pour limiter le greenwashing. Et on fera aussi un tour d'horizon des travaux des autorités européennes, que sont l'EBA, l'ESMA et l'EIOPA pour la partie assurance, qui ont été mandatés par la Commission pour mettre en place un cadre harmonisé de lutte contre le greenwashing. Et enfin, on évoquera les travaux de l'ADME en France. Donc, pour commencer, donc Evelyne, est-ce que c'est vrai que on va se concentrer donc sur le secteur financier, mais est-ce que le greenwashing touche d'autres secteurs? Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est généralisé, hein, qui touche tous les secteurs finalement de notre économie. On a des problématiques de greenwashing dans l'agroalimentaire, dans l'industrie de l'habillement, dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, on n'identifie pas de secteur qui ne sera pas touché par ce phénomène-là. Et donc nous, pour nos banquiers, ça nous impacte à plusieurs titres, parce que nous aussi, banquiers, nous sommes susceptibles de faire du greenwashing, mais aussi on est susceptible d'être victime du greenwashing de nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'à double titre ou même à triple titre, on le reverra. Il faudra qu'on prenne en compte tous ces éléments-là. D'accord. Donc, si on passe donc sur la slide d'après, pour voir un petit peu. Est-ce que tu as la main, Evelyne, pour faire bouger la slide? Oui. Ah, pardon. Hop là. Voilà. Ça va vite. OK. Voilà. Pour voir un petit peu les signes, enfin, là où il faut être alerté, les signaux. Et là, on voit que effectivement, ça peut toucher tous les secteurs, comme le disait Evelyne. Ces signaux donc qui doivent nous alerter. Oui, effectivement. Donc, il y a un certain nombre de wording, de vocabulaire qu'on voit régulièrement dans les communications des entreprises, qu'elles soient financières ou pas. Et c'est des communications qu'il va falloir vraiment surveiller de très près, parce que il y a des mots buzz comme ça qui finalement sont qualifiés de greenwashing. C'est-à-dire que quand une entreprise met dans sa communication des mots comme sain pour la santé, non toxique, 100% naturel, durable, éthique, recyclable, sans pouvoir avoir une preuve vraiment scientifique et matérielle et justifiée de l'allégation qui est apportée, ça peut carrément être qualifié de greenwashing. Par exemple, quand on dit 100% naturel, ce n'est pas parce que c'est 100% naturel que c'est forcément sain. Et donc, on peut avoir des éléments comme issus de matériaux recyclés. Il y a des entreprises qui mettent sur leurs produits issus de matériaux recyclés, et c'est quand on regarde en tout petit caractère qu'on se rend compte que ce n'est que 10% de un bout du produit qui est issu de matériaux
matériaux recyclés, mais par contre, c'est présenté en gros caractère comme si c'est tout le produit qui est issu de matériaux recyclés. Comme par exemple recyclable. Quand on met recyclable, d'accord, c'est recyclable, mais ça ne veut pas dire que c'est recyclé. Donc, il y a parfois, pareil pour biodégradable. Donc, parfois, on a des vocabulaires comme ça qui sont un peu bateaux, vagues, qui donnent l'impression qu'on a fait un effort en matière de durabilité, mais par contre, derrière, si on veut aller sur des preuves quantitatives et certifiées, il n'y a pas forcément tout le justificatif qui va bien. On va avoir, par exemple, l'utilisation du mot durable. Aujourd'hui, il n'y a pas une définition unique de l'expression durable. Il y a presque autant de définitions du mot durable que d'acteurs de la finance durable actuellement. Donc, vous voyez bien que mettre ce genre de vocabulaire, ça sonne bien, mais en fait, c'est complètement source d'erreur et de confusion. Et dès lors qu'on est dans une situation où on peut potentiellement induire en erreur la personne qui nous écoute par rapport à la force et la profondeur de notre engagement en matière de durabilité, on va se retrouver dans des situations de greenwashing. Donc, il faut faire très attention à ce genre de vocabulaire qui sont un peu trop facilement utilisés dans notre discours. Et donc, par la suite, comme on peut le voir, effectivement, c'est quand même l'utilisation de ces buzz, etc., à des fins de marketing pour donner un petit peu une image qui n'est pas la réalité. Mais donc, Evelyne, si tu peux mentionner un petit peu les signaux, les 9 signaux qui doivent nous alerter pour se dire on peut potentiellement être en face de greenwashing. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de signaux. Le fait que les informations sont insuffisantes ou alors vraiment, comme on a dit, un peu trop vagues, les images trop subjectives. Par exemple, on a vu une avalanche de communication ou de présentation avec des fonds d'écran de nature, des fonds d'écran qui donnent l'impression qu'effectivement, on est dans un environnement naturel avec de la plage en fond d'écran ou de la forêt, etc. Il faut faire très, très attention à ça. Il faut faire très attention aussi aux images où on prend parfois des labels, des images qui ressemblent à des labels reconnus en matière de durabilité et on fait juste des modifications à la marge et on s'inspire de ces labels pour communiquer nous, ce qui peut induire en erreur finalement le consommateur sur la qualité de durabilité de ce qu'on fait en fait. Il y a les faux labels, il faut voir qu'aujourd'hui le dispositif de labellisation n'est pas encore contrôlé. Donc aujourd'hui on peut avoir autant de labels que finalement d'acteurs de la finance durable. Et c'est vraiment, on va reparler de ça, la directive Green Claim, qui va encadrer beaucoup plus sérieusement la création de labels. Donc aujourd'hui, on a presque autant de labels que d'acteurs. On a aussi le sujet sur les vrais mensonges où on annonce qu'un produit a un caractère durable alors que ce n'est pas le cas, ou la promesse disproportionnée, comme par exemple, je parlais tout à l'heure issu de matériaux recyclés, ça donne l'impression que c'est 100% recyclé alors qu'en fait, ce n'est qu'un petit bout qui est fait. On a déjà parlé des mots phares. Les points forts hors sujet, on met en avant un point très fort, très important sur notre produit alors que c'est complètement hors de notre offre ou des points qui sont pas, des preuves qui sont inexistantes. Donc, dès lors qu'on ne pourra pas prouver scientifiquement ce qu'on avance, si on n'a pas des éléments quantitatifs et qualitatifs qui justifient notre assertion, si on n'a pas de tiers indépendants qui ont revu nos allégations pour pouvoir justifier ce qu'on dit, on peut se retrouver dans des situations de greenwashing. Très bien, merci Evelyne. Donc, on peut se poser la question de se dire, est-ce que le greenwashing est un phénomène marginal ou quelque chose de très important? Quand on voit les chiffres, ce qui est présent sur la slide suivante, c'est que on constate une augmentation du nombre de cas de greenwashing depuis 2012. Donc là, on peut répondre que ce n'est pas un phénomène marginal, mais depuis, on va dire, mi-2021, on a une croissance des cas de greenwashing qui est plus forte en Europe
qu'aux États-Unis. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a des contextes qui favorisent le greenwashing? Est-ce qu'aussi le risque de se voir accusé de greenwashing n'a pas augmenté du fait de l'obligation de transparence qui a été introduite donc, par les directives européennes? Là, on peut s'interroger parce que ce croisement de courbes entre les États-Unis et l'Europe, on va dire en 2021, interroge. Oui, tout à fait. Donc, c'est déjà, t'as déjà bien commencé à répondre aussi à la question dans le sens que, effectivement, l'abondance, on a vu, hein, à partir de 2019, on a eu vraiment un volume très, très important de tests réglementaires en faveur de la durabilité. Donc, on a eu la taxonomie en 2020, la SFDR 2021. Ensuite, on a eu toutes les différentes discussions sur la CSRD, même si c'est toujours en cours. Mais on a eu énormément de tests comme ça qui sont sortis sur la période. Donc, la pression réglementaire autour de la durabilité a beaucoup augmenté. Et du coup aussi, la maturité du grand public par rapport à ces sujets est plus importante. Donc, c'est aussi plus facile de détecter les cas de greenwashing, etc. Mais au-delà de côté de la pression réglementaire qui crée finalement la tentation de raccourci qui finit en greenwashing, on a quand même aussi un phénomène qui est très significatif, c'est que au moins au niveau de l'Union européenne et de l'Europe en général, il y a une population qui est très très sensible à ces questions-là. Et ça joue aussi dans le fait qu'on peut se retrouver avec beaucoup de cas de greenwashing. Donc il y a un sondage BBC qui était sorti récemment qui montrait que 71% de la génération Z et millennials, donc on va dire un peu à la grosse maille, ceux qui ont moins de 45 ans aujourd'hui, sont très très sensibles à ces questions-là et sont prêts à payer beaucoup plus cher si jamais une industrie ou une entreprise met en avant les travaux qu'ils ont fait en matière de durabilité. Et donc du coup aussi c'est devenu un argument commercial très très important et c'est particulièrement sensible en Europe. Et donc ça peut aussi justifier que les entreprises ont tendance à peut-être aller trop vite en matière et donc mettre en avant un peu trop ces mots qu'on a vus tout à l'heure comme équitable, durable, responsable, etc. Donc, il y a un phénomène croisé entre l'augmentation très significative des tests réglementaires et la tentation du raccourci et aussi la manne commerciale potentielle perçue par les entreprises qui voient ça comme un facteur de différenciation pour pouvoir faire parfois des ventes à des prix plus élevés que des produits basiques. Effectivement, alors tu as mentionné la SFDR et c'est vrai que même on avait vu des investisseurs qui avaient des fonds classés article 9 et qui ont dit ben non, moi du coup je vais repasser en article 8 pour éviter d'être pointé du doigt et de se dire ben, je peux être accusé de greenwashing et c'est un peu la stratégie pour vivre heureux, vivre caché, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a aussi effectivement un point important peut-être que j'ai pas mentionné sur le greenwashing, c'est aussi que le fait que les réglementations ne sont pas si claires que ça, faut le dire, le fait que les définitions ne sont pas si claires. On a eu beaucoup de papiers l'année dernière, notamment des ESA, les trois autorités régulateurs, pour demander à la Commission européenne de clarifier la notion de durabilité. Aujourd'hui, on n'a pas une définition unique de ce que c'est que la durabilité. Donc tout ce contexte aussi fait que quelque part, on se retrouve dans la situation où même parfois, de bonne foi, on peut se retrouver en situation de greenwashing. Donc, il n'y a pas forcément toujours ce côté un peu frauduleux, là, même s'il existe. Il y a aussi le fait que le cadre réglementaire, même s'il est très abondant, n'est pas toujours suffisamment clair pour savoir quelle est la frontière entre la mise en valeur légitime des efforts qu'on fait en matière de durabilité et la situation de greenwashing. Donc, c'est vraiment important que la réglementation fasse aussi des améliorations à ce niveau-là. Merci. Donc, comme on peut le voir dans ces courbes, donc le greenwashing qui touche tous les secteurs, mais est-ce que le greenwashing touche essentiellement les sujets environnementaux ou les trois piliers de l'ESG, c'est-à-dire l'environnement, le social et la gouvernance?
Alors malheureusement, c'est les trois piliers qui sont touchés, hein. Donc on va créer le concept de greenwashing, ça c'est beaucoup pour la partie environnementale. Mais on a créé aussi le social washing et le governance washing, c'est-à-dire ces trois termes-là existent maintenant parce que malheureusement vous voyez que sur la coupe que finalement c'est tous les trois piliers du greenwashing qui sont touchés. Dans le social washing, c'est le fait de mettre en avant de manière un peu exagérée les efforts qui sont faits en matière de social, que ce soit pour les travailleurs de sa propre entreprise ou les travailleurs de sa chaîne de valeur, ou le fait que les communautés affectées par nos produits soient bien traitées, etc. Tout ça, ça fait partie du social washing. Et bien sûr, sur les questions de gouvernance, on parle notamment de risques de conduite, et on voit bien que il y a vraiment un sujet par rapport à ça. Tous les trois piliers sont touchés, et donc en fait, on a pas une statistique de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui dit que 53% des communications environnementales des sociétés dans l'Union européenne, c'est du greenwashing. Et donc, ça veut dire quand même que quand on a une entreprise qui communique aujourd'hui en matière de durabilité, il y a plus qu'une chance sur deux que ce soit complètement faux. Et c'est quand même très embêtant d'être dans un contexte comme ça où déjà on est très embêté par rapport à la qualité de la donnée ESG. On est désespéré pour pouvoir avoir des données ESG de qualité. On a eu un webinaire l'année dernière justement pour détailler les difficultés d'accès à la donnée ESG. Et donc, si en plus, le moment où on arrive à avoir quelque chose, finalement, on a plus qu'une chance sur deux que ce soit pas juste et que ce soit complètement biaisé, bah, c'est très embêtant pour pouvoir faire des analyses après et prendre des décisions éclairées. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'on intègre ça dans le dispositif. On peut dire que quelque part, le dispositif de lutte anti-greenwashing, c'est finalement l'extension du travail sur la qualité des données. C'est-à-dire que quand on a présenté notamment le webinaire précédent, on disait comment on fait pour acquérir les données. Il faut bien savoir qu'une fois qu'on les a acquises, il faut vraiment les retravailler de manière très importante pour être sûr que vraiment on a une assurance sur ce qu'on utilise. Et donc, cette statistique de 53% est quand même un petit peu embêtante, le moins qu'on puisse dire. Alors, les autorités européennes de supervision, que sont l'EBA pour le secteur bancaire, l'ESMA pour les marchés financiers et l'EIOPA pour le secteur des assurances, qu'on appelle communément donc les ESA, ont été mandatés par la Commission européenne pour travailler sur une définition commune à ces trois secteurs, et cette définition n'existait pas. Donc, peux-tu nous rappeler, Evelyne, comment elles définissent donc le greenwashing? Oui, effectivement, déjà, on va saluer ce travail-là des trois autorités qui ont vraiment fait cet effort d'harmonisation. Et elles ont fait des rapports très importants en 2023 déjà pour dire où était l'état de leurs travaux sur le greenwashing. Il y a encore eu un été 2024 des rapports mis à jour qui ont été faits où il y a vraiment un travail très extensif. Et le fait qu'elles aient fait cet effort d'harmonisation, c'est important parce que comme ça, au moins, en tant qu'acteurs, on parle tous à peu près la même langue. Donc, ils définissent le greenwashing comme la pratique dans laquelle les déclarations, les actions, les communications liées au développement durable ne reflètent pas clairement et équitablement le profil de durabilité du client ou de l'entité ou du produit qu'on est en train de commercialiser. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est structurant parce que finalement, on est souvent désespéré en matière de définition homogène et commune. Et au moins, on a le mérite d'avoir quelque chose de structurant. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils disent que voilà, dès lors qu'on est dans la situation où il y a un grand écart entre tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, on est dans un vocabulaire qui est ambigu, on est dans l'omission, on a des affirmations qui sont vides de sens, qui sont pas soutenues par des justifications factuelles. On a une utilisation trompeuse de cette terminologie où on a une absence de pertinence par rapport à ce qu'on fait. On est dans une situation de greenwashing. Donc ils ont fait un travail très conséquent. On a même publié des articles là-dessus pour présenter les travaux des trois autorités en matière de greenwashing. Donc on vous invite à aller sur ces articles-là ou d'aller directement sur les documents sources. Mais il y a vraiment un travail important pour avoir un peu une vision claire sur la question.
Et peut-être une remarque en plus que je pourrais faire, c'est le fait que finalement, on peut très vite basculer en situation de greenwashing parce que dès lors qu'on on va pas pouvoir être complètement justifié par rapport à ce qu'on annonce et qu'on peut montrer qu'il y a un écart entre la pratique interne et les allégations qu'on annonce, en fait, on va se retrouver en situation de greenwashing. Donc, le basculement en greenwashing peut être arrivé très, très vite. Donc, il faut une vigilance supplémentaire et une recommandation qu'on peut déjà donner comme ça. C'est vraiment un contrôle permanent de premier, second niveau, même troisième niveau pour vérifier toutes les publications et les communications qu'on fait, nous, en tant que financiers, pour être sûr que ça ne va pas tomber sous le coup du greenwashing à un moment donné. Très bien. Donc, effectivement, la communication donc, du secteur bancaire a pu susciter la critique, voire la controverse. Mais comme tu le disais aussi, Evelyne, la banque peut être victime du greenwashing. Donc, peux-tu nous dire quelles sont un peu les pratiques et les situations à éviter? Oui, donc effectivement, il y a trois situations dans lesquelles on peut se retrouver, nous, en tant que financiers. La première situation, qui est la plus intuitive, c'est que nous sommes accusés de greenwashing parce que finalement, il y a un écart entre les engagements qu'on a pris, que ce soit dans nos rapports de durabilité ou le fait qu'on se soit abonné à certains consortiums comme par exemple Net Zero Banking Alliance ou le pacte de l'Équateur ou le pacte Sana Plaza, et que finalement il y a un écart entre tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on a dit et les engagements qu'on a pris. Donc là, effectivement, on va être en situation de greenwashing et c'est embêtant. Et donc on est entre guillemets bourreau, on peut dire ça comme ça. Mais on peut être aussi victime parce que, comme on a dit tout à l'heure, quand on reprend les statistiques de la Commission européenne qui dit que 53% des allocations des entreprises en matière d'environnemental notamment sont du greenwashing, ça veut dire que nous, on peut se retrouver victime de greenwashing de la part de nos clients, de nos contreparties, de nos partenaires. Et donc ça, c'est très embêtant si on n'a pas des indicateurs en interne et des alertes précoces en interne pour pouvoir détecter qu'on est en fait greenwashé par nos interlocuteurs. Et on peut aussi se retrouver dans une troisième situation qui n'est pas plus confortable, celle de partenaires silencieux d'un acteur de greenwashing. Ce que je veux par là dire, c'est que par exemple, on a eu le sujet avec les fonds d'investissement où suite à l'audit qu'a fait l'ESMA, il y a eu beaucoup de réclassifications, comme a mentionné Muriel tout à l'heure, des fonds qui étaient en article 9, en article 8. Donc, si nous, par exemple, en tant que banquier, on commercialise des parts de fonds alors que ces fonds-là sont mal classifiés en termes de durabilité, nous, finalement, qui sommes l'interlocuteur face au client final, seront des partenaires silencieux du greenwashing, puisqu'on sera finalement des maillons de la chaîne de greenwashing qui aurait été initié au niveau du gérant. Donc, il faut, dans tous les cas, c'est très, très gênant parce qu'on peut se retrouver face à des situations de contentieux, face à des situations de litige, situations de risque de réputation. Et on va voir que le greenwashing, il est beaucoup plus large que simplement une question de réputation et de contentieux. Il va toucher, en fait, tous nos risques financiers traditionnels. Oui, c'est ça, en fait. C'est pas. Et on peut se poser la question pourquoi ce greenwashing est si problématique en tant que financier, parce qu'il n'y a pas que ce problème de réputation où on peut être catalogué comme faisant une communication qui ne reflète pas, la réalité. Mais c'est surtout, est-ce que tu peux nous mentionner enfin, les risques, au-delà du risque de réputation, les risques auxquels le greenwashing expose, et justement, que peut-on faire ou comment peut-on atténuer ces risques de greenwashing? Oui, effectivement, ça me semble assez fondamental de préciser
que le risque de greenwashing, ce n'est pas juste une extension du risque de réputation ou de contentieux. Pourquoi? Parce que j'ai trop souvent entendu ça en discussion à certains de mes clients, parce que je suis consultante aussi, et souvent ils voyaient juste ça comme quelque chose qui peut nous éclabousser avec des scandales, etc. Ça va beaucoup plus loin. Le risque de greenwashing, bien sûr, ça peut devenir du risque opérationnel parce qu'on va avoir des contentieux, des litiges, peut-être même des pénalités si jamais on est convaincu de greenwashing. Mais le risque de greenwashing devient du risque de crédit. Parce que nous, dans la guideline de l'EBA sur la politique d'octroi de crédit, on nous demande d'intégrer les critères ESG dans les décisions d'octroi. Ça veut dire que désormais, de la même façon qu'on fait l'analyse financière avec le calcul des leviers, des EBITDA, etc., on va aussi intégrer ces critères ESG pour décider finalement si on finance ou on ne finance pas. Donc, vous comprenez bien que si jamais le client en face qui nous a fourni ces informations extra-financières fait du greenwashing, on va finalement prendre une décision de crédit sur la base d'informations fausses, ce qui est absolument préjudiciable sur le futur de notre dossier qui peut finalement être beaucoup plus risqué et créer du défaut qu'on n'avait pas anticipé. Donc, ça veut dire que quelque part, ce risque de greenwashing qui devient une donnée de qualité médiocre va entraîner du risque de crédit parce qu'on aura une appréciation du risque de notre client qui sera biaisée. Autre chose aussi, risque de marché. Si jamais l'entreprise qui fait du greenwashing est finalement sous le coup d'un scandale et que les titres émis par cette entreprise-là sont complètement volatiles sur le marché parce qu'il y a une désaffection des investisseurs sur le marché par rapport à cette entreprise-là qui serait convaincue de greenwashing, si nous avons des positions sur ces titres-là, on va se retrouver justement en risque de marché. Il y aura une volatilité qui sera hors de contrôle de ce fait-là. Si on a maintenant la question de la liquidité, vu que ce risque de greenwashing, ça devient aussi un risque de réputation, ce risque de réputation va entraîner une difficulté de financement. Si c'est de notre banque, si jamais c'est notre banque qui est victime de greenwashing ou qui fait l'objet de greenwashing, ou alors de risque de liquidité du client qui va devenir un risque de crédit pour nous parce qu'il va pas pouvoir être capable de financer. Ça va devenir aussi du risque systémique. Pourquoi du risque systémique? Parce que si à un moment donné, il y a une perte de confiance générale des investisseurs sur le marché, sur la véracité et la qualité la vraie durabilité des actifs soi-disant verts qui sont traités sur le marché, il va y avoir un risque systémique parce qu'il y aura une désaffection générale des investisseurs sur ce sujet-là et des corrections de prix importantes qui seront à prévoir. Et donc, en fait, c'est un risque systémique, le risque de greenwashing. Ce n'est pas uniquement un risque financier. Donc, il faut absolument qu'on renforce notre dispositif de gestion de ce risque-là parce que il est crucial. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a dans tous ces risques, c'est vrai que spontanément, on peut se dire c'est essentiellement le risque de réputation, comme on l'a vu, mais avec le risque de liquidité, le risque de marché, c'est vraiment quand on touche au portefeuille, il faut dire, et donc les sanctions financières qui peuvent arriver en conséquence. Quelles peuvent être ces sanctions financières par rapport à un établissement bancaire, par exemple, qui vraiment fait du greenwashing, sa méthode de communication? En fait, aujourd'hui, le cadre réglementaire est en train de se structurer. Le test le plus fort qui est sorti, donc c'est la Green Clay Directive qui est sortie l'été dernier, qui finalement crée un régime où on peut avoir des poursuites au civil pour les entreprises qui seraient convaincues de greenwashing. Et donc, ça autorise même l'idée un peu de class action. Et en plus de ça, il faut voir que si on prend le cas du droit français, le greenwashing rentre dans le cadre
de ce qu'on appelle la publicité mensongère. Et donc là aussi, il y a un cadre de poursuite au civil et même parfois dans les cas les plus graves au pénal lié au greenwashing. Donc on peut avoir ça. Et bien sûr, le superviseur, dans son cadre notamment du SREP, va être très vigilant sur le respect de nos engagements volontaires qu'on a pris. Et donc, on pourrait avoir des pénalités et des recommandations très importantes du superviseur s'il se rend compte qu'il y a un écart très important entre les engagements volontaires ou même qu'on a pris par rapport à nos pratiques internes. Donc, c'est vraiment pas un bon plan, entre guillemets, de penser qu'on pourrait passer entre les gouttes ou qu'on pourrait ne pas traiter le point. Très bien. Bon, comme on peut le voir, effectivement, ce greenwashing est porteur de risques, hein, qui peuvent être des risques voilà, considérables. Comme on l'a vu, c'est essentiellement véhiculé par les outils de marketing, on va dire. Mais est-ce que ça porte uniquement sur la publicité ou est-ce que tu peux nous donner ou nous spécifier les autres canaux qui peuvent véhiculer ce greenwashing? Je pense que ça, c'est une sensibilisation importante à faire, hein. Toutes les communications, tous les canaux de communication, tous les supports de communication qu'on va faire aujourd'hui et qui vont avoir une dimension de durabilité peuvent être passibles de greenwashing si on n'a pas des justifications étayées et de préférence scientifique à ce qu'on annonce. Donc parfois, on peut souvent se limiter à l'axe de la publicité ou l'axe des rapports de durabilité ou les rapports annuels, mais il faut voir que ça va par rapport à tout ce qu'on va utiliser comme canal. Donc, ça peut être même la vente de t-shirts ou même les t-shirts publicitaires qu'on fait ou même les mugs qu'on fait ou les affiches qu'on apporte. Tous les canaux de publication, de communication peuvent être entachés de greenwashing. Et donc, ça veut dire que nous, en tant que banquiers, pour revenir à la question de bourreau, victime ou partenaire silencieux, il faut absolument qu'on vérifie et qu'on soit sûr de tout ce sur quoi on communique en matière de durabilité et qu'on soit en mesure de challenger ce que nos clients disent en matière de durabilité en faisant un screening de tous ces canaux-là et pas se limiter uniquement à ce qui est présent dans les rapports ou sur le site Internet. C'est très large, en fait. Même une communication d'un représentant d'une entreprise, même dès lors qu'elle est en ligne, à ce moment-là, elle est passible de greenwashing si on peut montrer que la communication que cette personne fait est en écart avec la pratique interne. Donc, il faudra aussi même s'assurer que quand certains collaborateurs d'entreprise parlent au nom de cette entreprise-là, ils soient très précis ce qu'ils disent parce que ça pourrait se retourner en greenwashing s'il y a des écarts. Donc, il faut faire très attention. Et là, typiquement, ce sont les départements, notamment de communication financière, mais aussi de conformité, qui doivent prendre aussi le relais pour sécuriser tous les axes de communication des banques avant publication. D'accord, merci. Alors, il y a la question de Laurence qui concerne les sanctions. Hein, ça, c'est un sujet qui intéresse. Donc, est-ce que tu as connaissance de sanctions qui affectent des partenaires silencieux? Bon, sachant que tu as mentionné la Green Claim Directive qui, entre guillemets, criminalise un petit peu le fait de l'éco-blanchiment, mais qui ne sera vraiment en application qu'en 2027, si je courant 2027, oui. Voilà. 2027. Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a eu des sanctions financières à ce jour? Aujourd'hui, on n'a pas encore de cas très connus de sanctions financières parce que c'est un risque qui se structure encore, c'est un cadre juridique qui est encore en cours de structuration. Donc, c'est un peu comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de cas de ce type-là
que ça veut dire que ça ne va pas se produire dans le futur puisque le cadre juridique est en train de se structurer et qu'aujourd'hui, on est en train de donner les moyens aux plaignants potentiels de porter plainte, en fait. Donc, voilà. Donc, mais aujourd'hui, on est encore en structuration de ce risque-là parce que il y a même, c'est même d'ailleurs un des constats de l'EBA, dans un de ses rapports là de 2023, c'est qu'il y a encore une méprise et une méconnaissance, entre guillemets, de ce risque-là au niveau des institutions financières. Donc, aujourd'hui, on est encore en montée en compétences. L'ESMA aussi prône la montée en compétences des ACN qui vont superviser ces sujets-là. Donc, dans la feuille de route, pour ceux qui sont intéressés, hein, on a fait des articles là-dessus. Il y a la feuille de route de l'ESMA ou la feuille de route de l'EBA sur la finance durable. Le greenwashing apparaît comme un axe prioritaire de réglementation pour ces autorités-là. Et notamment, l'ESMA prévoit un grand programme de montée en charge des ACN, des collaborateurs de l'ESMA, pour être justement en capacité de challenger ces sujets-là. Donc, il faut voir que même si pour l'instant, on n'a pas un historique très, très abouti, ils sont en train de monter en compétences, ils ont un plan de formation très, très poussé à la matière. Donc, je ne peux pas parier pour demain. Mais je crois que dans la transposition de la Green Claim Directive, enfin, la proposition de la France, je crois, était sur les sanctions financières où ça pouvait être un pourcentage du chiffre d'affaires et puis en même temps aussi, comme tu l'as dit et mentionné tout à l'heure, où ça va au pénal, carrément. Ça va, en tout cas, puisque ça tombe sous le coup de la publicité mensongère. Ça rentre dans ce cadre-là. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est vrai que l'Europe a été quand même un petit peu à l'avant-garde sur ce sujet de lutte contre le greenwashing. Est-ce que tu peux mentionner un petit peu les différents textes, normes et principes qui existent au niveau français et européen pour lutter contre le greenwashing? Oui, effectivement, il y a pas mal de tests qui sont sortis. Donc, on a déjà parlé de la Green Claim. À ça s'ajoutent des tests comme la taxonomie environnementale, des tests comme les recommandations de l'EBA, ESMA, IOPA, parce que encore une fois, je vous recommande d'aller vraiment regarder. Bien sûr, on avait les tests de SFDR et CSRD. Alors, on va pas refaire le débat, mais la SFDR, dans son esprit, c'était pour lutter contre le greenwashing parce que on voulait donner de la transparence sur la durabilité des fonds. Mais simplement, la mise en œuvre de ce test-là s'avère beaucoup plus complexe que prévu. Ça, on a énormément de plaintes, en fait, par rapport à ce test-là. Donc, là, il y a des propositions pour l'amender complètement. Donc, initialement, la SFDR, c'était prévu pour lutter contre le greenwashing, même si pour l'instant, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Et la CSRD aussi, qui est bien sûr encore en discussion maintenant, est aussi prévue pour lutter contre le greenwashing. En fait, pour résumer, il y a presque aucun test actuellement européen qui n'a pas une vocation de lutter contre le greenwashing. Parce que le mot-clé derrière, c'est aussi la préservation de la transparence. C'est le fait de pouvoir donner la matière aux consommateurs pour pouvoir vraiment savoir où ils mettent les pieds. On a par exemple sur les green bonds, on a le test Green Bond Standard qui est un règlement européen qui permet vraiment de définir ce que c'est qu'un green bond au sens européen. Et donc on s'appuie beaucoup sur les green bond principles qui sont des principes de l'ICMA. Bien sûr, c'est des recommandations, mais ce Green Bond Standard va aussi permettre finalement de pouvoir aussi garantir l'alignement des bons verts sur la taxonomie environnementale. Donc, en fait, on a vraiment une volonté générale en ligne avec le pacte vert européen, le Green Deal, de lutter contre ce greenwashing-là. Et on a vraiment tous les tests qui ont une intention plus ou moins affichée de lutte contre le greenwashing. Très bien. Donc,
le BA a beaucoup travaillé, donc encore une fois, une des autorités de supervision européenne donc pour le secteur bancaire. Est-ce que tu peux faire un tour d'horizon donc des recommandations de l'EBA? Oui, alors effectivement, comme on a dit, ils ont fait un travail très conséquent sur ce qu'ils attendent des banques en matière de dispositifs de lutte contre le greenwashing. Et donc je vous ai mis là sur le slide les grands axes des plans d'action et des recommandations de l'EBA. Donc une responsabilité de communication équilibrée. Il faut toujours penser à justifier. Il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai des preuves de préférence scientifique attestées par des autorités qui font consensus ou des tiers indépendants sur ce que j'annonce? Est-ce que mon vocabulaire est clair? Est-ce que les revendications que j'apporte à partir de relatives à la greenwashing sont justifiées? Est-ce que ma gouvernance a été adaptée pour pouvoir intégrer cette question de greenwashing ou pas? Comment j'intègre la prévention du greenwashing dans mes processus de nouveaux produits, nouvelles activités? Est-ce que j'ai revu les missions de conformité du contrôle interne pour pouvoir intégrer ces notions de greenwashing? Est-ce que je me suis assurée que j'ai formé mes collaborateurs à cette question-là? Est-ce que j'ai un cadre de retraitement des données ESG qui permet de limiter ce risque de greenwashing? La grande recommandation de recourir à des tiers indépendants pour pouvoir challenger et certifier nos communications et nos allégations en matière de durabilité. Quand on fait l'émission de titres, il faut s'assurer que avant et après émission, on est bien contrôlé ce qui a été dit pour éviter d'être après convaincu de greenwashing. Qualité de notre plan de transition climatique, parce qu'effectivement, tout le monde affirme un peu qu'on va faire du net zéro target 2050, mais maintenant, comment ce plan de transition climatique se met en place? On parle beaucoup de comment évaluer la crédibilité du plan de transition climatique, et donc il faut que ce soit par exemple une analyse secteur par secteur où il y a des engagements qui sont pris avec des objectifs intermédiaires de minimum tous les 5 ans. Il faut pouvoir dire en 2025, je compte certains niveaux de décarbonation, en 2030, en 2035, 2050, et ça c'est secteur par secteur. Donc il va falloir avoir tous ces éléments-là pour pouvoir vraiment justifier on n'est pas en situation de greenwashing. Donc ils sont très très extensifs et on ne saurait que trop recommander de s'approprier les tests de l'EBA. Très bien, donc on a déjà un petit peu parlé des sanctions financières, mais est-ce que tu peux donner un peu plus précisément des informations sur les sanctions possibles et surtout ce qui a été introduit par la fameuse Green Claim Directive donc de juillet 2024, qui a, enfin, comme l'a précisé Laurence, donc l'éco-blanchiment ou le greenwashing, effectivement, est un délit désormais, mais qui a travaillé aussi, enfin, il y a d'autres dispositions de la Green Claim Directive. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donc préciser un petit peu l'ensemble des sanctions, autres que financières, et puis aussi ce que a été introduit la Green Claim Directive, où on a bien compris que son application se fera un petit peu plus tard, mais qui a présenté déjà ce cadre et ces dispositions. Oui, la Green Claim Directive a plusieurs axes. Un premier axe de la Green Claim Directive, c'est de lutter contre tout ce qui est un peu mot vague. C'est-à-dire on va contrôler beaucoup les mots qui vont être utilisés dans la communication. Je reprends le premier slide qu'on a présenté sur les mots comme équitable, durable, responsable, etc., qui sont vraiment sujets à questionnement et qui sont des buzzwords pour le greenwashing. Donc là, la Green Claim Directive va encadrer les mots qu'on aura le droit d'utiliser ou qu'on n'aura plus le droit d'utiliser si on n'est pas capable d'avoir des justifications très, très, très structurées
structuré et à preuve à l'appui, de préférence scientifique sur ce qu'on annonce. Donc, on va faire désormais, le vocabulaire accompagnant nos communications financières, nos communications en matière de durabilité sera très encadré. Donc, ça, c'est déjà un premier point qu'on va avoir. Donc, il y a plein de nouveaux mots, plein de mots qui seront interdits si on ne peut pas les prouver de manière très, très structurée. Donc, ça, c'est un axe important de la Green Claim Directive. Un autre axe important, c'est sur les labels. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les labels sont pas encadrés. Presque tout le monde peut un peu créer son label, j'exagère à peine. Et là, ils vont maintenant définir les critères déjà pour pouvoir créer un label et s'assurer que la création de label passe par une validation, par une autorité externe et que ça ne peut plus être un peu quelque chose de purement l'initiative privée qui crée le label. Donc, les labels seront très, très encadrés avec la Green Claim Directive. Cette même Green Claim Directive va aussi, comme on a dit, criminaliser le greenwashing en permettant notamment aux particuliers de faire des class actions, l'équivalent de class action, si jamais finalement l'entreprise qui est une entreprise est convaincue de greenwashing. Donc, il y a un cadre comme ça assez large de mesures qui sont prises par cette Green Claim Directive avec un plébiscite du tiers indépendant qui doit revoir nos communications et nos publications en matière de durabilité. Très bien. Donc, sur les sanctions, tu as passé la slide d'après? Parce qu'il y avait la partie. Voilà, effectivement, il y avait les sanctions, dont les sanctions. Les sanctions. Oui. Et voilà, les sanctions. On va avoir, comme on a dit, judiciaire à minima au civil et potentiellement au pénal, parce que, comme on a dit en France notamment, si on cumule avec les lois internes, ça peut arriver au droit pénal, réputationnel et bien sûr financière, parce qu'il peut y avoir des amendes. Alors, il y a un vocabulaire de 4% de chiffre d'affaires de sanctions possibles. Donc, c'est un chiffre qui circule, mais après, les États membres, puisque c'est une directive, ça doit encore être transposé en droit national. Donc, les États membres ont un peu de marge là-dessus sur le niveau de sanctions qu'elles veulent appliquer in fine. Mais on peut aussi avoir des situations où les branches d'activité ou les secteurs qui seraient convaincus de greenwashing au sein d'une entreprise pourraient être interdits tout simplement par les autorités jusqu'à ce que le problème soit résolu. Donc, ou l'interdiction de faire une campagne publicitaire si jamais le problème de greenwashing n'est pas résolu. Donc, ça peut avoir un impact important financier parce que justement, ça va contrecarrer la capacité à faire du business. Très bien. Alors, on a vu les travaux donc des autorités de supervision européennes, mais en France, on a la DME qui a aussi fait un travail très important sur la prévention du greenwashing. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors nous, on a vraiment beaucoup de chance, je peux dire, on a beaucoup de chance en fait en France d'avoir la DME qui a quand même fait un travail comme a dit Muriel très conséquent pour nous aider à naviguer un peu dans ce monde du greenwashing. On a par exemple des guides de la DME qui existent. On vous a mis le lien où il y a vraiment toutes les penses-bêtes pour pouvoir savoir si notre communication est passible de greenwashing ou pas. Mais là où vraiment, moi, j'ai envie de beaucoup encourager les différents participants à faire l'exercice, c'est les tests de la DME, parce qu'en fait, sur le site de la DME, on a plusieurs tests qui sont possibles où on peut finalement simuler la qualité de notre communication financière, la qualité de notre projet en matière de durabilité pour savoir si il pourrait être qualifié de greenwashing ou pas. En quoi est-ce que ces outils-là, donc vous allez voir sur le site de l'ADME, il y a vraiment énormément de tests. En quoi est-ce que cet exercice est intéressant? C'est que quand on va être, par exemple, dans un comité nouveau produit, nouvelle activité, ou en comité d'octroi de crédit, ou comité stratégique, et que on est en discussion qui peuvent parfois
finalement tourner un peu en rond dans le sens que il y a certains peut-être qui pensent que c'est du greenwashing, d'autres qui pensent que ça ne l'est pas et qu'on n'arrive pas à avancer. Ça peut être très intéressant de dire bon ben voilà, on a un peu un tiers indépendant gratuit qu'on appelle le test de la DME qui peut déjà nous donner un premier positionnement si notre travail ressemble à du greenwashing ou pas. Et donc en fait c'est un outil simple d'utilisation, plutôt ludique pour ceux qui ont déjà fait l'exercice parce qu'ils ont un peu de l'humour dans la façon dont ils présentent les questionnaires, mais qui permet comme ça d'avoir un tiers indépendant au sein de la salle de réunion pour trancher finalement si notre produit, notre projet peut être qualifié de greenwashing ou pas. Alors la DME précise très bien que ce n'est pas une attestation engageante, donc c'est pas opposable pour dire on a la DME qui a attesté que ce n'était pas du greenwashing parce qu'on a fait le test. Donc, c'est bien un outil. Il faudra toujours recourir aux vrais experts indépendants accrédités. Mais quand même, en première lecture, ça permet de pouvoir avoir un avis un peu tierce et avoir une prise de recul sur ce qu'on fait par rapport à est-ce que ça peut être tombé sous le coup du greenwashing ou pas. Et je trouve que on a une grande variété de tests proposés par la DME et c'est vraiment extrêmement utile. Personnellement, j'ai déjà eu recours à cet outil-là à plusieurs reprises. Donc, on recommande. Très bien. Donc, bon, comme on a pu le voir sur donc le greenwashing qui est vraiment avoir la bonne communication, la bonne information pour le consommateur, l'investisseur ou la banque. On a vu tous ces travaux, même au niveau européen, pour définir le greenwashing, pour aussi lutter contre ce greenwashing à des fins de prévenir les risques, mais aussi de crédibiliser la finance durable. Aujourd'hui, c'est quand même assez important, mais on voit que y a quand même des difficultés. Et Evelyne, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que on peut dire qu'il y a quand même des freins pour lutter efficacement contre le greenwashing? Et si oui, quelles en sont les causes? Alors, les freins sont multiples. Je peux en citer deux, trois. Le premier, par exemple, déjà, c'est que il y a un défaut de compréhension claire du phénomène. Donc, on plaide vraiment pour la montée en compétence de tous les acteurs, que ce soit au niveau des commerciaux, que ce soit au niveau des risk managers, en fait, tous les acteurs qui sont dans la chaîne d'analyse extra-financière. Il faut absolument monter en compétence parce que du coup, il faut avoir ces réflexes-là. Tout le monde n'a pas les réflexes. Personnellement, avant même de commencer à m'interroger de manière très précise à la question du greenwashing, je trouvais pas forcément de mal à avoir une communication sur les engagements verts d'une banque ou les engagements durables ou les engagements ou avoir des présentations avec de la nature en fond d'écran. Avant de rentrer à fond dans le sujet, je voyais pas forcément de problème à la chose jusqu'à ce que je comprenne que en fait, ça déjà, c'est déjà des buzzwords et des signaux d'alerte en matière de greenwashing. Donc, je pense qu'on doit tous déjà monter en compétence sur ce sujet-là pour avoir les bons réflexes. Et donc, tant que la compétence et la maîtrise collective du sujet n'est pas assez bonne, forcément qu'on va avoir des freins par rapport à ça, parce que bien sûr que comme on sait qu'il y a une appétence des consommateurs sur ces sujets-là, il y a une grande tentation parce qu'on a fait un peu plus que la moyenne de mettre un peu en avant la question de la durabilité dans notre communication. Donc, je pense que cette question de la montée en compétence me semble cruciale. La deuxième question aussi, c'est la question de la donnée. C'est que parfois, on peut même vouloir faire des choses proprement
règlements, dans les règles de l'art, mais on a un problème de qualité de données qui est criard parce que effectivement, dans la majorité des cas, l'information n'existe pas et même lorsqu'elle existe, la source n'est pas toujours très fiable. On ne sait pas quelles sont les hypothèses qui ont été faites pour pouvoir construire ces données-là. Et donc, il y a toujours un doute sur l'information, la qualité de l'information qu'on a. Et ce doute est doublé par la statistique dont on a parlé tout à l'heure sur le fait que même quand la donnée existe, on n'est pas sûr qu'elle ne soit pas biaisée par une survalorisation du profil de durabilité par rapport à la réalité. Autre chose aussi qui peut créer des freins, c'est que quelque part, tous les engagements qu'on prend en matière de durabilité, bien sûr que sur le long terme, ça va être vertueux et qu'on va avoir une résilience plus importante pour l'entreprise, mais c'est vrai qu'à court terme, c'est quand même aussi se sacrifier en termes de business, parce que si on commence à dire on va exclure tel type d'entreprise, tel type d'entreprise, après, le gâteau diminue énormément. Et donc, quelque part, c'est vrai que la tentation de comment garantir une rentabilité, comment garantir un niveau de volume d'activité suffisant et en même temps tenir compte de tous les dizaines et centaines d'engagements en matière de rapidité qui sont pris, c'est vrai que l'équation aujourd'hui est compliquée. On est en fait devant un dispositif, une situation où on doit repenser complètement notre business model qui est extrêmement fossile aujourd'hui. On avait vu, alors l'indicateur GAR est très décrié parce qu'il a beaucoup de limites, il y a beaucoup d'exclusions, mais quand on voit cet indicateur, on voit quand même qu'une proportion très importante de notre bilan des banques est très brun en fait. C'est une proportion qui est importante, donc ça veut dire que si on veut vraiment être il faut repenser le business model complètement pour pouvoir créer une activité qui serait compatible avec les objectifs de décarbonation et de durabilité et qui permettent quand même de garantir les objectifs de rentabilité. Donc, cette équation, on l'a pas encore trouvée. Et donc, ça crée une tension parce que et c'est ça qui peut aussi après, à un moment donné, pousser à la situation de greenwashing. Donc, je vois ces trois grands points-là. Bien sûr, on pourrait développer plus, mais si je prends le côté de la compétence collective, la donnée qui est de mauvaise qualité et aussi l'équation économique qui est très complexe. On a déjà les trois gros freins, à mon avis, par rapport à la durabilité, au greenwashing. À cela s'ajoute potentiellement le cadre réglementaire aussi qui doit encore se clarifier parce que les tests bougent énormément. Quasiment, j'ai remarqué, presque tous les tests qui sont actuellement en vigueur sont aussi en cours de révision. La taxonomie est potentiellement en cours de révision, la CSRD est potentiellement en cours de révision, la FCD est potentiellement en cours de révision. Donc, quand on est dans un cadre réglementaire qui est constamment en modification, ça crée aussi qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est pas autorisé, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire, et forcément que ça crée un contexte qui est compliqué en matière de communication et potentiellement de greenwashing. Voilà, peut-être les quatre points. Oui. C'est vrai que cet aspect, ce dernier aspect, Evelyne, que tu mentionnes, c'est-à-dire un cadre réglementaire qu'on peut qualifier de mouvant, et puis aussi assez flou, comme tu disais même tout à l'heure, sur la finance durable, il n'y a pas véritablement de définition, il y a autant de définitions que d'établissements bancaires. Donc voilà, tout ceci n'aide pas dans la lutte contre le greenwashing. Donc, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Je vous rappelle que ce live donc est en replay. Il a été enregistré. Il va vous être envoyé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'en vois pas dans le chat. Donc merci à tous donc d'avoir participé ce soir. L'AFGES va continuer de toute façon de vous informer avec les prochains webinaires qui sont organisés
l'ABGES prévoit d'organiser à peu près une vingtaine de webinaires par an. Vous voyez que là, vous en avez une douzaine sur le premier semestre. Et donc, le prochain, le 27 février, donc sur DORA, donc le règlement sur la résilience opérationnelle numérique pour les organismes d'assurance, ainsi que les autres donc, qui sont mentionnés avec donc les dates sur mars. Enfin, vous avez les dates jusque au mois de juin et vous allez être informé, bien sûr, pour pouvoir vous inscrire donc à ces lives. On espère que vous avez voilà, aimé, apprécié cette présentation, que c'était assez clair. Donc, si on est arrivé à faire une présentation claire sur un sujet quand même un peu difficile et flou, donc c'est une bonne voilà, une bonne chose. Je ne sais pas, Evelyne, si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais c'est tout à fait. Donc moi, j'ai été ravie d'échanger sur ce sujet-là. Merci pour les commentaires. Si effectivement ça a été clair, mais effectivement, merci pour ça et on va continuer à suivre le sujet. Et bien sûr, vous avez vu dans l'agenda, on a plusieurs éléments qui vont encore, plusieurs webinaires qui vont se faire et on va continuer à vous informer autant que possible. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.